La forêt nationale d'Allegheny, en Pennsylvanie. Chaque année, le 14 octobre, entre 14h et 14h40 précisément, un incendie se déclare sur la même parcelle de 40 mètres. Pas de foudre, pas de traces humaines, pas de matière inflammable. Les pompiers arrivent, éteignent le feu puis repartent. L'année suivante, tout recommence. J'ai épluché les archives du secteur à la recherche d'un élément susceptible d'expliquer ce phénomène. Le premier rapport documenté remontait à 1831. 133 départs d'incendies identiques, au mètre près, à la minute près. Mon prédécesseur m'avait laissé un cahier à couverture en cuir contenant 14 règles. La première disait « Ne vous approchez jamais avant 14 heures ». Mais de quoi ne devais-je pas m'approcher? Il ne le précisait pas. Je m'appelle Owen Caldwell. Pendant 14 ans, j'ai été enquêteur spécialisé dans les incendies criminels au sein d'une compagnie d'assurance basée à Pittsburgh. Mon travail consistait à déterminer l'origine et la cause de chaque sinistre, à distinguer les accidents des actes criminels et à détecter dans les décombres calcinés les traces de substances inflammables ou de produits chimiques à l'origine de l'incendie. Jusqu'à l'incendie de l'entrepôt Mercer en mars dernier, je jouissais d'une solide réputation. J'avais conclu à un dysfonctionnement électrique. Le rapport avait validé le versement de l'indemnité d'assurance. 3 semaines plus tard, le même entrepôt a pris feu une deuxième fois. Un gardien de nuit a trouvé la mort. L'enquête fédérale a établi que le premier incendie était d'origine criminelle, mal dissimulé, et que j'en étais responsable. J'ai perdu ma certification. La compagnie m'a poursuivi pour négligence professionnelle. Mes économies se sont évaporées dans les frais d'avocat. Le service des forêts proposait un poste de garde-forêt saisonnier dans le secteur de Cinder Hollow, au sein de la forêt nationale d'Allegheny. Le poste offrait un logement de fonction, un salaire raisonnable et un isolement quasi total. La description du poste mentionnait une particularité. Vous devrez surveiller annuellement un foyer d'incendie récurrent à un endroit précis. J'ai signé sans poser de questions. Je n'avais plus la force de poser des questions. Le garde forestier qui quittait son poste, un homme taciturne du nom de Walsh, m'a accompagné jusqu'au poste un matin de septembre. Avant de partir, il a posé sur la table de la cabane un cahier à la couverture en cuir noir. « Lis ça avant le 14 octobre », m'a-t-il dit. Toutes les pages. Il n'a rien ajouté d'autre et est parti. Registre de surveillance, secteur des signes de Cinder Hollow in Hollow règle 1. Ne vous approchez jamais de la parcelle avant le 14 octobre à 14 heures. Observez-la depuis le poste d'observation nord, à une distance d'au moins 200 mètres. Règle 2. N'a pas porté aucun équipement d'extinction avant l'heure prévue. Le feu doit être laissé à lui-même jusqu'à 14h40. Règle 3. Si vous entendez des craquements de flammes, ne réagissez pas et ne vous approchez pas davantage. Règle 4. Notez la température à l'aide du thermomètre analogique qui vous a été remis. N'utilisez aucun appareil numérique entre 14h et 14h40. Règle 5. N'utilisez jamais le flash de votre téléphone pendant l'événement. Une lumière blanche directe attire l'attention, ce que nous souhaitons éviter. Règle 6. Une fois l'incendie naturel éteint à 14h40, ne pénétrez pas dans la parcelle pendant 24 heures. Règle 7. Si vous trouvez des empreintes de pas dans les cendres chaudes, documentez-les sans les suivre. Règle 8. Restez sur le canal 3 de la radio pendant toute la durée de l'événement. Pour votre propre sécurité, ne passez aucun appel d'urgence avant 14h40, sauf en cas de danger immédiat. Règle 9. Si une autre personne se trouve sur la parcelle avant ou pendant l'incident, ne l'appelez pas à voix haute par son nom. Règle 10. Quelle que soit la direction réelle du vent ce jour-là, il soufflera vers les entre 14h20 et 14h40. Ne tenez pas compte de cela dans vos calculs.
Règle 11. Ne creusez jamais le sol de la parcelle, même après l'extinction de l'incendie. Aucune fouille, aucun forage ne doit avoir lieu. Règle 12. Si vous apercevez une silhouette se tenant debout au milieu des flammes, ne la regardez pas directement pendant plus de 3 secondes. Règle 13. Tenez un journal précis chaque 14 octobre. Comparez aux années précédentes consignées dans ce cahier. Règle 14. Ce cycle se répète depuis 1991. Personne n'a pu empêcher le feu de se déclarer. Personne n'avait besoin de l'empêcher. Contentez-vous d'observer et de consigner. Je refermais le carnet. 14 règles pour un incendie de 40 mètres qui se répète depuis 133 ans. Cela me semblait un peu absurde. Je cherchais une explication rationnelle. Aucune ne tenait la route. J'avais passé ma carrière à rechercher les causes physiques des incendies. Or, celui-ci n'en avait aucune. Archives, j'ai passé les 3 semaines précédant le 14 octobre à éplucher les archives du poste de garde. Premier rapport documenté, 14 octobre 1851. Un garde forestier du nom d'Aldous Pruitt avait noté ceci dans son journal intime, conservé dans une boîte métallique derrière le poste de garde. Un feu de surface, d'environ 40 mètres, s'est déclaré à 14h sans cause apparente. Il s'est éteint de lui-même à 14h40. Aucune trace de foudre les jours précédents. J'ai vérifié à 3 reprises. Le phénomène Pruitt avait continué à être documenté chaque année jusqu'en 1919, date de sa dernière entrée. Son successeur avait repris le journal et y avait ajouté ses propres observations. C'est ainsi que l'on pouvait accéder à ses expériences. J'ai constaté une continuité ininterrompue. Chaque année, le 14 octobre, le même feu se produisait. Il avait été documenté par 16 gardes différents en 133 ans. Certains rapports étaient succincts, ils correspondaient à ceux des années précédentes. Rien d'inhabituel. D'autres étaient plus détaillés. 1947. Cette année-là, j'ai cru apercevoir une silhouette se dressant dans les flammes vers 14h22. Conformément à la règle 12, je n'ai pas regardé plus de quelques secondes. Je ne sais pas exactement ce que j'ai vu. Année 1963 à 15h10, après le délai d'attente, j'ai vu des empreintes de pas dans les cendres. Des bottes de taille standard pour hommes. Une seule série s'étendant du centre vers le nord-est, à 10 mètres de la limite. Aucune trace de retour. Année 1931. Au moment des faits, un randonneur a traversé la parcelle en ignorant les panneaux d'avertissement accrochés. Je ne l'ai pas interpellé par son nom, comme l'exige la règle 9. Il a poursuivi son chemin sans qu'aucun incident apparent ne se produise. Il a ensuite déclaré ne se souvenir de rien entre 14h05 et 14h38. J'ai relu cette dernière note à plusieurs reprises. Un randonneur a traversé un incendie en cours et, à sa sortie, ne se souvenait de rien de cet incident. Le 14 octobre, le grand jour était enfin arrivé. À partir de 13h30, j'étais posté au poste d'observation nord, muni de jumelles, d'un thermomètre analogique et d'un carnet de notes. Je me trouvais sur le canal 3 de la radio, conformément à la règle NES 8 1358. Le ciel était dégagé. Pas le moindre nuage, aucune activité orageuse prévue. Température extérieure, 12 degrés. À 14h pile, une colonne de fumée s'élevait du sol, en partant du centre exact de la parcelle décrite dans les rapports depuis 1841. Aucun point d'inflammation visible à sa source. Elle s'est simplement formée d'un seul coup. C'est tout, les flammes se succédaient. De couleur orange, elles atteignaient environ 2 mètres de hauteur à leur point culminant et étaient strictement confinées au périmètre de 40 mètres mesuré par les rapports depuis plus d'1 siècle. J'ai noté la température au thermomètre. Le mercure montait régulièrement, sans les pics irréguliers d'un incendie de forêt ordinaire alimenté par des vents variables. Le vent,
Avant de partir, j'avais vérifié la girouette du poste de garde nord-ouest entre 7 et 10 km à l'heure. Mais la fumée observée aux jumelles s'orientait nettement vers l'est, exactement comme le stipule la règle N10. À 14h17, j'ai entendu quelque chose au milieu du crépitement, porté légèrement par la distance. Un son, peut-être plusieurs. Je n'ai pas pu distinguer clairement les mots. Règle NS3. Ne pas répondre, ne pas s'approcher. Je suis resté à mon poste d'observation. À 15h22, j'ai aperçu une silhouette. Debout au milieu des flammes, immobile, là où le feu faisait le plus rage. Une silhouette humaine ou quelque chose qui en avait la forme générale. J'ai compté mentalement. 1, 2, 3. J'ai tourné mes jumelles. La règle N12 a été respectée. À 14h40 pile, les flammes se sont éteintes. Pas progressivement. D'un seul coup, comme si on coupait une émission. La fumée s'est dissipée en quelques minutes. J'ai noté l'heure exacte de la cessation, la température finale et mes observations. 14 octobre. Premier cycle observé personnellement. Toutes les caractéristiques concordent avec les archives. Un bruit a été entendu à 14h17 non identifiable. La silhouette a été observée à 14h22. La règle N12 a été appliquée. Un vent contraire à la rose des vents et vents a été confirmé. Cessation à 14h40 précise. Conformément à la règle N6, j'ai attendu 24 heures avant de m'approcher de la parcelle. Parcelle le 15 octobre. Avant midi, je me suis rendu aux abords de la parcelle. Des cendres grises, fines, uniformes. Pas de troncs d'arbres brûlés, pas de souches noircies saillantes. La parcelle ressemblait davantage à un sol nu et ratissé qu'à une zone récemment brûlée. J'ai cherché les empreintes de pas mentionnées dans les rapports de 1963 et d'autres années. Je les ai trouvées. Il y avait des traces de pas partant approximativement du centre de la parcelle et se dirigeant vers le nord-est. Elles s'arrêtaient à environ 10 mètres de la lisière des arbres, des bottes, de taille adulte standard. La profondeur des empreintes dans les cendres molles correspondait au poids normal d'un homme de corpulence moyenne. Il n'y avait aucune trace de retour. C'était comme si la personne ou ce qui avait laissé ces empreintes était venue au centre, avait marché vers le nord-est et s'était arrêtée. Elle était restée là, sans repartir dans l'autre sens. Conformément à la règle N7, j'ai photographié les empreintes sans m'approcher davantage. J'avais résisté à l'envie de creuser, à l'envie de chercher une source physique sous la surface. Règle N11. Après 40 minutes d'observation, j'ai quitté la parcelle, en photographiant tout, sans rien toucher. Deuxième 14 octobre, une année plus tard, l'année suivante s'était écoulée sans autre événement notable dans le secteur. J'avais poursuivi mes patrouilles habituelles, géré les autorisations de camping et réparé les sentiers endommagés par l'hiver. Mais j'avais également poursuivi mes recherches. Dans les archives de l'État, dans les anciens journaux locaux du comté de War numérisés par la bibliothèque d'histoire, dans la correspondance des anciens gardes forestiers que j'avais pu retrouver, ou encore dans les documents conservés par leurs petits-enfants. Ce que j'ai découvert sur l'origine du phénomène, c'était une référence datant de 1877 dans un registre paroissial local, antérieur même au premier rapport de 1801. Un homme du nom d'Elias Sanday, dont le nom de famille avait probablement donné son nom à la zone, avait disparu de la région le 14 octobre de cette année-là. Un bûcheron, âgé d'une trentaine d'années, marié et sans enfant. Sa femme avait signalé sa disparition après qu'il était parti couper du bois dans la zone même où, à partir de 1851, la parcelle brûlait chaque année. Aucun corps n'avait été retrouvé. 4 ans s'étaient écoulés entre sa disparition et le premier incendie documenté par Prit. Le 14 octobre de ma deuxième année de service, j'étais de retour au poste d'observation. 14 heures, de la fumée, des flammes. Tout correspondait en tous points à l'année précédente. Mais à 14h25, quelque chose de différent s'est produit.
La silhouette au cœur des flammes, j'avais regardé pendant 3 secondes, comme le veut la règle, puis j'avais détourné le regard, semblait, lors de cette brève observation, tourner la tête vers le poste d'observation, vers moi. J'avais terminé mon comptage, j'avais tourné les jumelles, mais l'image était restée, gravée pendant quelques secondes derrière mes paupières, un visage que je ne pouvais pas définir précisément, ni déformé, ni monstrueux, simplement présent. Tourné vers moi, comme s'il savait exactement où je me tenais, j'avais terminé mes observations habituelles. Température, vent, heure de cessation. L'incendie s'était arrêté à 14h40 pile, comme d'habitude. J'ai noté ceci dans l'entrée du journal de ce jour-là. 2e cycle. Au cours de l'observation réglementaire de 3 secondes, la silhouette semblait se diriger vers le poste d'observation. Dans les archives consultées, j'étais le premier à avoir fait mention d'un tel phénomène. Je ne sais pas si cela signifie un changement ou si les autres gardiens avaient évité de le consigner par le passé. Imprintes de passe, 2e année le 15 octobre, je suis retourné sur la parcelle 24 heures plus tard. Les cendres présentaient la même texture uniforme que l'année précédente. Mais cette fois-ci, les empreintes de pas ne partaient pas du centre vers le nord-est, comme dans le rapport de 1963. Elles partaient du centre, tout droit, vers le poste d'observation. Une seule série de pas s'arrêtait à environ 12 mètres de la limite, presque exactement à l'endroit où les arbres commençaient à obstruer ma ligne de vue depuis ma position d'observation habituelle. Sans m'approcher davantage, j'ai pris des photos, j'ai mesuré et j'ai documenté les lieux. Cette nuit-là, j'ai relu l'intégralité du carnet de Walsh à la recherche d'entrées similaires. Je n'en ai trouvé qu'une seule, datée de 1940-47, l'année où un gardien avait cru apercevoir une silhouette qu'il observait. L'entrée suivante de ce même gardien, datée de 1948, indiquait simplement « normal », rien d'inhabituel. Comme s'il avait choisi de ne plus s'y prêter attention, ou comme si le phénomène s'était réajusté à une routine plus discrète. J'ai décidé de poursuivre mes observations avec la même rigueur, mais en notant systématiquement le moindre détail s'écartant, même légèrement, du schéma établi. 3e année, contact l'année suivante, j'ai préparé mes observations différemment. Non pas pour enfreindre les règles. Je n'avais pas l'intention de m'approcher avant 14 heures, d'utiliser le flash ou de creuser le sol. Mais en plus du thermomètre, j'avais apporté un magnétophone analogique à bande pour enregistrer les sons mentionnés dans la règle 3 sans avoir à m'approcher. 14 âges, de la fumée, des flammes, identiques. À 14h17, comme l'année précédente, les sons ont commencé. J'ai laissé l'enregistreur allumé, le microphone directionnel pointé vers la parcelle, sans répondre, sans m'approcher. À 14h22, la silhouette est apparue au milieu du feu. Je l'ai regardée fixement pendant 3 secondes, comme d'habitude. Cette fois-ci, avant de détourner le regard, j'avais aperçu brièvement les mouvements de la bouche de la silhouette. Elle formait des mots que je ne pouvais pas entendre à cette distance, mais le rythme semblait indiquer qu'elle prononçait une phrase courte et répétitive. À la 3e seconde, j'avais tourné les jumelles, comme le voulait la règle. L'incendie s'est éteint à 14h40 comme d'habitude. Le lendemain, au poste de police, j'ai écouté l'enregistrement, un casque sur les oreilles, le volume à fond. Sous le crépitement des flammes, une voix à peine audible répétait quelque chose. J'ai dû rembobiner le passage 10 fois pour distinguer clairement les mots. Owen Caldwell, mon nom. Ce n'était pas un nom générique, ni une phrase vague. C'était mon nom complet, prononcé clairement, répété 3 fois sur l'enregistrement entre 14h17 et 14h22, juste avant que la silhouette n'apparaisse. J'ai éteint l'enregistrement. Je suis resté immobile longtemps dans la cabane silencieuse. J'avais étalé sur la table toutes mes notes des 3 dernières années. Première année, silhouette immobile, aucune orientation particulière vers ma position. Des traces de pas se dirigeant vers le nord-est,
une direction apparemment aléatoire. Deuxième année, silhouette semblant tourner la tête vers le point d'observation. Des traces de pas se dirigeant vers ma position d'observation. Troisième année, ma voix qui s'exprime, un pas précis, juste avant que la silhouette n'apparaisse. Une bouche qui bouge, formant des mots. Une progression. Ce n'est pas le fruit du hasard. Chaque année, le phénomène semblait s'orienter davantage vers moi, vers ma présence en tant qu'observateur. J'ai cherché dans les rapports historiques si une telle progression avait été documentée pour d'autres gardiens avant moi. La plupart des entrées étaient brèves, se contentant de noter la conformité aux schémas établis. Mais en cherchant attentivement, j'ai trouvé un schéma similaire dans les notes de Pruy, le premier gardien. Description neutre et réaliste. Aujourd'hui, j'ai cru entendre quelque chose au milieu du craquement. Probablement le bois qui travaille sous l'effet de la chaleur. 1889. La silhouette au cœur des flammes semblait me regarder. Je n'ai parlé de cette observation à personne. 1903. Mon nom. Aujourd'hui, j'ai entendu mon nom dans le feu. Aldous, très clairement. Très clairement. 1907, la dernière note de Pruy avant qu'un autre gardien ne prenne la relève. Je ne reviendrai pas observer l'année prochaine. J'ai demandé à être muté. Que mon successeur le sache. Celui qui observe le feu apprend à le connaître. D'année en année. Je ne sais pas ce qui se passe une fois l'apprentissage terminé. Pruy avait demandé un changement de poste après sa 5e observation personnelle. C'était exactement le même schéma de progression que ce que j'ai vécu. Mais je n'avais trouvé aucune trace de ce qu'il advenait des gardiens qui ne demandaient pas de changement de poste. Une couette sur Elias Sinder. J'ai approfondi mes recherches sur Elias Sinder, le bûcheron disparu en 1887. Le registre paroissial révélait une autre information que je n'avais pas notée la première fois. Elias Sinder avait un petit frère, Thaddeus, qui avait travaillé comme garde forestier dans le même secteur entre 1851 et 1854. Thaddeus Sinder. La première personne à avoir observé le phénomène n'était pas Pruy, comme je l'avais d'abord pensé, mais le frère de l'homme disparu, qui avait été embauché précisément l'année où l'incendie avait commencé à se manifester. J'ai recherché le nom de Thaddeus Sinder dans les archives. Il y avait peu de traces, mais une mention dans un acte de décès du comté. Thaddeus Sinder était décédé en 1884, officiellement de cause naturelle, à l'âge de 29 ans. À peine 3 ans après avoir pris ses fonctions, 3 années d'observation du phénomène, je commençais à formuler une hypothèse qui me déplaisait. Peut-être que l'incendie n'était pas simplement un phénomène aléatoire se produisant spontanément à cet endroit. Peut-être était-il directement lié à la présence d'Elias Sinder, disparu sur cette parcelle. Et la silhouette dans les flammes, peut-être ce qui restait de lui, était-elle d'année en année quelque chose qui tentait d'entrer en contact avec celui qui l'observait. D'abord son propre frère, puis Pruy. Puis, depuis plus d'un siècle, chacun des gardiens qui se sont succédés, et le processus semblait, à chaque fois, suivre le même déroulement. Une observation impartiale, une orientation vers l'observateur, un nom prononcé. Et ensuite, quelque chose que je n'ai pas encore documenté, car je n'ai vécu que 3 cycles. Thaddeus Sinder était mort 3 ans plus tard. 4e année, j'avais sérieusement envisagé de demander une mutation, comme l'avait fait Pruy 5 ans plus tard, mais quelque chose me retenait. Ce n'était pas seulement la curiosité professionnelle que j'avais en tant qu'ancien enquêteur sur les incendies, c'était quelque chose de plus personnel. J'avais passé ma carrière à rechercher des causes physiques, à classer les incendies dans des catégories logiques. Accidents, défaillances techniques, actes de malveillance. J'avais perdu mon agrément parce que j'avais négligé un incendie d'origine criminelle, parce que je n'avais pas su interpréter correctement les indices. Cet incendie défiait toute classification logique. Et après l'avoir observé pendant 4 ans, je ne voulais pas partir sans avoir compris ce qu'il essayait de me dire.
Le 14 octobre de cette 4e année, j'étais à mon poste d'observation, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, j'avais ajouté une variable à mon protocole. Avant 14 heures, j'avais déposé à la lisière de la parcelle, à une distance réglementaire mais bien en vue, une simple feuille de papier sur laquelle j'avais écrite « Je vous entends ». Je ne sais pas comment vous aider. Ce n'était pas une infraction aux règles. Aucune règle n'interdisait de laisser un message. Je ne faisais qu'un essai. 14 heures, de la fumée, des flammes, toujours les mêmes. À 417, des bruits. Cette fois-ci, sur l'enregistrement que j'avais lancé, ils semblaient plus nombreux. Pas seulement des pas répétitifs, mais d'autres sons aussi, comme des phrases plus longues que je ne pourrais distinguer qu'en rentrant au poste. À 1422, une silhouette est apparue. Cette fois, elle n'était pas immobile. Elle s'était complètement retournée face au poste d'observation et avait fait un geste avec ce qui semblait être un bras. J'ai compté. 1, 2, 3. Au moment où j'ai baissé les jumelles, pendant la fraction de seconde qui restait, j'avais vu la silhouette se mettre à marcher. Pas vers la frontière nord-est comme les années précédentes, directement vers ma position. J'ai respecté la règle. J'ai baissé les jumelles. Je n'ai pas regardé davantage. L'incendie s'est arrêté à 14h40 comme d'habitude. Enregistrement, 4e année, le soir même, j'ai écouté l'enregistrement. Sous le crépitement, une voix plus claire que les années précédentes. Owen, tu as vu le mot. Merci. Puis, après un silence dans l'enregistrement, personne n'avait jamais laissé de mot auparavant. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas m'arrêter de recommencer. Mais peut-être que toi, tu pourras comprendre quelque chose que les autres n'ont pas saisi. Puis, juste avant la fin de l'enregistrement, à 14h38, cherche le ruisseau, pas la parcelle. Le ruisseau à 200 mètres au nord. C'est là que ça s'est passé. La parcelle n'est que l'endroit dont le feu se souvient, disait la voix. J'ai éteint l'enregistrement. Je suis resté immobile pendant un long moment. Le ruisseau, à 200 mètres au nord de la parcelle. Ce n'est pas le lieu de l'incendie lui-même, mais un autre endroit qui y est lié d'une manière que je ne comprenais pas encore. Le ruisseau, pour cette partie de mon enquête, je n'ai pas attendu les 24 heures réglementaires, car la règle NES6 ne concernait que la parcelle elle-même. Le lendemain matin, le 15 octobre, j'ai marché vers le nord en suivant les indications de l'enregistrement. Le ruisseau était un petit cours d'eau, large de près de 2 mètres, qui serpentait entre les arbres avant de se jeter, plus en aval, dans une rivière plus grande. Le spectacle était magnifique, mais en longeant la rive sur une 50aine de mètres, j'ai fait une découverte. Des pierres, disposées de manière trop régulière pour être le fruit du hasard, formaient un cercle d'environ 3 mètres de diamètre sur la rive. Et au centre de ce cercle, à demi enfoui sous des sédiments accumulés depuis des décennies et des feuilles pourries, se trouvait un objet métallique. J'ai creusé avec précaution à la main, sans utiliser d'outil. C'était une hache. Vieille, la tête rouillée, le manche pourri depuis longtemps et disparu. Un outil du genre de ceux qu'utilisait un bûcheron à la fin du XIe siècle. Sans le déplacer davantage, j'ai photographié l'objet. Puis j'ai contacté le service d'histoire du comté de Warren. 3 semaines plus tard, après analyse, ils ont confirmé l'âge de l'objet, fin des années 1850, début des années 1840. Cela correspondait à la période de la disparition d'Elias Sindé. Je ne suis pas certain de tous les éléments de cette histoire. Mais en les assemblant, voici ce que j'ai compris. Elias Sindé est mort près de ce ruisseau en 1887, probablement victime d'un accident lié à son métier de bûcheron, peut-être à cause de la hache elle-même, peut-être à cause d'autre chose. Son corps n'a jamais été retrouvé car personne n'a cherché au bon endroit. Depuis 1841, tout le monde cherchait sur la parcelle où l'incendie s'était déclaré, sans se rendre compte que ce n'était pas là que les faits s'étaient réellement déroulés. L'incendie, chaque année,
n'était peut-être pas une manifestation directe d'Elias Sindé lui-même, mais une sorte d'écho, une répétition automatique liée à quelque chose qui s'était produit ce jour-là en 1887, peut-être le jour où il avait disparu. Peut-être même un jour antérieur, lié à un événement survenu sur cette parcelle avant même sa mort. La silhouette dans les flammes, qui avait progressivement établi un contact avec chaque observateur au fil des décennies, cherchait peut-être simplement quelqu'un capable de comprendre que l'incendie n'était pas la seule chose à observer, mais qu'il s'agissait d'un signal indiquant autre chose. Le ruisseau, c'était là le véritable lieu. Le frère Tadeusz Sindé était mort en 1854, non pas à cause de la menace directe que représentait le phénomène, mais sous le poids de la prise de conscience que son propre frère était mort à proximité. Sans pouvoir prouver où il se trouvait exactement, ni lui offrir une sépulture digne de ce nom. 5e année, j'ai transmis aux autorités du comté les coordonnées du ruisseau et la découverte de la hache, sans entrer dans les détails. Officiellement, j'ai présenté cela comme une découverte archéologique fortuite faite lors d'une patrouille de routine. Au printemps suivant, l'équipe archéologique est arrivée. À proximité du cercle de pierre, à environ 1 mètre de profondeur, ils ont trouvé des fragments d'os humains, trop dégradés pour permettre une identification par l'ADN, mais dont la datation correspondait approximativement à la période concernée. Nous ne sommes pas absolument certains qu'il s'agisse d'Elias Sindé, mais ils ont estimé que c'était une hypothèse plausible. Les restes ont été transférés au cimetière du comté, dans une concession au nom de la famille Sindé. Quelques lointains descendants ont été retrouvés et ont accepté qu'une cérémonie modeste y soit organisée. Le 14 octobre de cette 5e année, je suis retourné au poste d'observation comme chaque année. 14 âges, de la fumée, des flammes. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. La parcelle brûlait toujours sur les mêmes 40 mètres, l'incendie suivait toujours le même profil thermique, le vent soufflait toujours vers l'est, à l'inverse de ce qu'indiquait la girouette. Mais à 14h17, aucun bruit ne s'était fait entendre. À 14h22, aucune silhouette ne s'était dessinée, juste un incendie, identique dans sa forme physique, mais dépourvu de cette présence que j'avais appris à observer au fil de ces 4 années. L'incendie s'est éteint à 15h40, comme d'habitude. J'ai attendu 24 heures, puis je suis retourné sur la parcelle. Les cendres étaient là, identiques dans leur texture à celles des années précédentes, mais aucune empreinte de pas. D'après tout ce que j'ai pu lire dans les archives, pour la première fois en 133 ans d'historique, la parcelle ne portait aucune empreinte de pas. Ce que j'ai né ça se passe quand l'incendie continue de brûler chaque 14 octobre. Je ne sais pas s'il se poursuivra éternellement, identique dans sa forme physique mais dépourvu d'existence, ou s'il cessera définitivement maintenant que ses vestiges ont été retrouvés et honorés. Je ne sais pas si Tadeusz Sindé, en mourant en 1844, a entendu quelque chose qui ressemblait à un appel à l'aide qu'il n'a jamais pu exaucer, faute de savoir où chercher. Je ne sais pas pourquoi le mécanisme a choisi de s'adresser précisément à moi, plus d'1 siècle plus tard, avec une avancée que je n'ai trouvée documentée nulle part ailleurs dans les archives que j'ai consultées. Ce que je sais ceci, en plus des règles de Walsh, j'ai ajouté ma propre initiative dans le carnet à la couverture en cuir noir. Règle 15. Si le feu vous parle, écoutez-le. Il n'essaie peut-être pas de vous faire du mal. Peut-être cherche-t-il simplement quelqu'un qui prendra le temps de chercher au-delà de la parcelle. Le ruisseau, à 200 mètres au nord, mérite une inspection régulière, même après les événements de cette année. Je ne suis pas sûr que tout soit réglé. Caldwell, secteur de Sindé Hollow, forêt nationale d'Allegheny. 5e cycle. Le poste restera vacant l'année prochaine. J'ai demandé à être muté, non par peur, mais parce que je pense que la prochaine personne chargée de surveiller cet incendie, s'il se poursuit, devra le faire avec un regard neuf,
sans les hypothèses que j'ai accumulées au cours de ces 5 années. Mais je laisse le carnet derrière moi, et la hache, photographiée et documentée, restera aux archives du comté. Et si un jour, quelqu'un entend à nouveau son nom prononcé dans le crépitement des flammes, j'espère que ce carnet l'aidera à comprendre plus vite que moi. Au bout de 5 ans, l'incendie de Saint-Derolo continuait de faire rage. Mais le bruit s'était tu, tout comme cette silhouette. Pour la première fois depuis plus d'1 siècle, ce phénomène semblait avoir pris fin. Les chercheurs pensaient pouvoir enfin clore ce dossier ouvert depuis 1841. Ils se trompaient. Car tous les événements extraordinaires qui se produisaient dans la forêt ne laissaient pas de traces de flammes derrière eux. Certains ne laissaient qu'une seule chose derrière eux, une dernière trace. Des décennies plus tard, dans la forêt nationale de Gifford Pinchot, un garde forestier du nom de Thomas Bernier fut confronté à une série de disparitions inexpliquées. À chaque enquête, les traces de pas s'interrompaient brusquement, comme si les randonneurs s'étaient volatilisés au milieu de leurs derniers pas. Alors que Thomas passait les archives au peigne fin, une idée inquiétante commença peu à peu à se dessiner. Peut-être que ces personnes n'avaient jamais disparu, peut-être avaient-ils simplement traversé quelque chose. Mais ce sujet fera l'objet de notre prochaine vidéo. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé et écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Cela m'inspire pour créer davantage de vidéos.